Le plan numérique de l'école à l'entreprise. Bon, ben une deuxième saison qui débute comme la première avec plusieurs invités. On a pris une pause pour Allez faire nos entrevues. réfléchir à comment on allait approcher la suite. Là, on commence avec force notre saison 2. On a un invité qui nous fait vraiment plaisir à tous les deux. On l'écoute à chaque semaine. On a même pris des photos de son podcast quand on était dans notre vacances en Islande. Bruno Guglielminetti. Personnellement, moi, je l'écoute depuis au moins 20 ans. On en parle un peu dans l'entrevue. Fait que vraiment content de débuter la saison avec Bruno. Et qui de mieux pour nous parler de production avec le numérique, qui est la dimension qu'on va aborder aujourd'hui. Bien sûr, là, on va parler de balado, de radio, de son finalement, puis d'audio, mais Ouais. produire avec le numérique, là, c'est plus large que ça, bien sûr. Comme à chaque épisode, je te propose de débuter avec une présentation de la fameuse dimension produire avec le numérique. Ça, c'est sûr que c'est toi la mieux placée. Mais tu commences à être bon, tu commences à toutes les connaître. Non, oui, non, oui, non. oui. Donc, produire avec le numérique, c'est une des 12 dimensions du cadre de référence de la compétence numérique dans le plan numérique en éducation au Québec. Je la décris telle qu'elle est définie dans le cadre. C'est produire ou coproduire une diversité de contenus, que ce soit numérique ou non. Donc, ça peut être, par exemple, créer une affiche grâce au numérique, mais après ça, avoir un produit papier. C'est pas obligé d'être une production numérique. Sélectionner, utiliser les outils de production appropriés, donc être capable de faire les bons choix dans nos choix d'outils. C'est d'utiliser différents supports médiatiques, le texte, l'image, le son. On va parler du son beaucoup aujourd'hui dans l'entrevue, mais d'utiliser différents supports pour exprimer ce qu'on a exprimé en production et consulter, utiliser des contenus disponibles. On va parler un peu dans cette dimension-là du contenu éthique, du point de vue légal, de respecter le droit d'auteur quand on utilise. On en parle un petit peu aussi dans l'entrevue. Concrètement, ça veut dire quoi dans le pratico-pratique? Ça veut dire de parler de toutes sortes d'applications ou de logiciels de production de contenu, que ce soit des vidéos, des balados et tout. On va parler de propriété intellectuelle, de banques d'images libres de droit, de banques de sons libres de droit, mais ça peut aller, la production de contenu, jusqu'à des imprimantes 3D pour créer du contenu. Donc, on voit que produire avec le numérique, là, c'est quelque chose d'assez large, disons. Ouais. Puis en entreprise, tu sais, on parle du balado, c'est un outil de marketing super puissant. On va rejoindre nos clients ou même des employés grâce au balado, mais il y a aussi la production de photos, Instagram, Pinterest, des vidéos, TikTok, YouTube. Tu sais, dans le monde dans lequel on est présentement, trouver des employés, c'est vraiment difficile. Donc, travailler sur la marque employeur, c'est de plus en plus important. Puis c'est le genre d'outils qui sont intéressants à travailler, avec lesquels on peut travailler pour justement construire une marque employeur. Fait que c'est très utile en entreprise, là, tout ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est vraiment intéressant comme balado. Du niveau de l'éducation, produire avec le numérique, on fait ça là, beaucoup. Je pense à tout ce qui est multimédia. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des programmes multimédia, justement, où ils font du montage vidéo, des balados, toutes sortes de choses. Je pense à mon outil chouchou Canva, qui me sert d'ailleurs pour faire nos infographies du balado, mais qui sert beaucoup dans le milieu de l'éducation, mais qui sert aussi dans le monde de l'entreprise, créer des logos, créer Plus que une juste des affiche pour logos. Instagram et tout. Donc, qu'on l'utilise à l'école, c'est pas de mauvaise chose que l'élève soit capable par la suite, justement, de créer lui-même ses publications, par exemple, sur les réseaux sociaux pour Nous, son entreprise. C'est quand même une assez grosse entreprise dans laquelle je suis présentement. Puis les gens utilisent Canva pour faire l'infographie de l'entreprise. Donc, Catherine, je l'ai vue cette semaine en train d'utiliser Canva, elle est en train de faire un montage pour justement publiciser sur les réseaux sociaux nos ambassadeurs de notre entreprise, entre autres. Là. Donc, ils ont une version éducation gratuite. Il y a une version pro qui est probablement celle qui est utilisée dans ton entreprise. Donc, c'est une bonne chose que d'apprendre cette création de contenu-là. Au niveau du balado, ça devient de plus en plus populaire aussi en éducation. Il y a beaucoup d'enseignants qui se lancent. On s'est lancé nous-mêmes pour pouvoir faire de l'éducation au numérique, mais il y a beaucoup d'enseignants qui se lancent avec leurs élèves aussi pour produire du contenu balado. D'ailleurs, je vais mettre dans la liste des ressources de l'épisode là, 2 liens vers des bases de données que
que je bonifie régulièrement, des balados pour le développement professionnel en éducation, puis des balados qui peuvent intéresser les élèves. Donc, peut-être que si on a des enseignants qui auraient le goût d'écouter des balados, mais aussi des parents qui auraient le goût de faire écouter des balados à leurs enfants, les listes seront intéressantes. Alors, notre invité aujourd'hui, là, on est tous les deux fans, comme tu as dit, c'est vraiment un honneur. On a trouvé la personne pour nous parler de production avec le numérique, je crois. Effectivement, Bruno est reconnu depuis vraiment longtemps. On va l'entendre dans le balado, mais ça fait des années. En fait, c'est un des premiers à avoir mis au monde les balados au Québec, puis peut-être dans toute la francophonie. Donc, on va aller l'écouter juste là. Donc, bonjour Bruno. Merci beaucoup d'être parmi nous. On est vraiment content que vous soyez là. Puis pour nous, c'est un honneur. Là. On est deux geeks, mais surtout deux grands fans. Là. Donc, ça a été une surprise que vous acceptiez, mais surtout, on était vraiment contents. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel, depuis quand vous faites du contenu numérique, depuis quand vous baignez dans le numérique. Moi, je vous écoute depuis longtemps, mais pour ceux qui sont peut-être plus jeunes... Ouais, c'est ça. Ça doit ressembler à ça, effectivement. Donc, si vous voulez nous parler un peu de votre parcours dans le numérique. Ouais. Ben écoutez, moi, j'ai commencé à parler numérique en 1995 à Radio-Canada à l'époque. Je produisais une émission qui s'appelait Radio-Net, qui a duré 2 ans. Et par la suite, je suis resté accroché dans le tapis. Et j'ai continué à parler sous différentes déclinaisons. Là. J'ai continué à parler numérique pendant 15 ans à Radio-Canada, à la radio, à la télé et sur Internet avec un podcast. Ouais. Et puis, parallèlement, ça a été 6 ans à la presse, en parler, un autre 6 ans au devoir. Il y avait des livres à travers ça. Il y avait des conférences, puis je pense que ça fait pas mal le tour de... Vous avez été longtemps à Radio-Canada. Moi, je me rappelle, là, ça a été un choc quand vous avez quitté Radio-Canada. J'ai dit, OK, il va faire quoi? Je vous écoutais depuis tellement longtemps. Là, c'était fascinant de savoir que vous partiez, mais là, je me disais, il va faire quoi? Puis vous êtes allé dans l'entreprise, je pensais, en entreprise. Ouais, tout à fait. C'est comme dirait l'autre, Radio-Canada mène partout, il faut juste s'en sortir. Là. Mais non, c'est ça, j'ai fait 23 ans Radio-Canada. Et puis après, j'ai quitté pour National, qui est un cabinet de relations publiques, où j'ai été là pendant 4 ans à aider leurs clients, là, puis là, on pense à des McDonald's, Walmart et compagnie, Via Rail, à utiliser de façon intéressante le numérique pour communiquer avec leur clientèle, se positionner. Ouais, c'était dans les débuts, là, hein? On commençait à parler du... Ouais, c'est ça. L'Internet 2.0, là, on était là-dedans, là. Exactement. Les débuts des réseaux sociaux, là, où on commençait à faire quelque chose d'intéressant. Et puis après, je suis passé 2 ans chez Juste pour rire, Just for a Laugh, pour travailler sur l'utilisation du numérique, parce que Just for a Laugh, à l'époque, là, je sais plus ce que c'est aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait 17 composantes. Ça passait du festival qui se passait dans les rues de Montréal, où il y en avait plusieurs ailleurs dans le monde qui se passaient comme ça, mais c'était la chaîne YouTube qui avait entre 2 et 3 millions de vues par jour. C'était les Just for Laugh Theatrical qui gagnaient des Tony à New York et à Londres, des comédies musicales. C'était des productions télé, pensez aux gags. C'est fou, là. Tu sais, il y avait 17 composantes. Et moi, ma job pendant 2 ans, ça a été de voir comment toutes ces boîtes-là, tous ces services-là pouvaient utiliser le numérique pour essayer d'être plus performantes puis de faire plus avec ce qu'il y avait. Ouais. Puis après, j'ai quitté. À la fin 2015, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, de devenir entrepreneur en faisant 2 choses que j'aimais, donner des conseils et puis puis ça, je l'ai vu après, là, ça a pris une couple de mois, me remettre au podcast. Ouais. Puis aujourd'hui, maintenant qu'on se parle, on est en 2022, je vous dirais que presque la moitié de mon temps, le 3/4 de mon temps est passé à faire du podcast et un autre quart à faire du conseil auprès de ouais, OK. Ouais. Puis, tu sais, vous êtes dans les premiers, là, je me rappelle d'un épisode de podcast que vous avez fait, là, vous avez parlé que vous avez été dans les premiers balados au Québec, puis dans le monde francophone, hein, je pense, pas mal. Là. Moi, je dis toujours, dans le temps, le mot n'existait même pas. Ouais, c'est ça. La première fois que j'ai mis ce qu'on appelle aujourd'hui un podcast, là, une balado en ligne, c'était en 1995.
Il y avait une émission qui était à la radio Radio-Net, qui durait 22 minutes, 23 minutes. Puis il y avait une édition qui était uniquement disponible sur Internet qui faisait 45 minutes par semaine. Il y avait 2000 personnes. Ramenez-vous, là, en 95. Il n'y avait pas tant de... Les modems, là, il n'y en avait pas 1 million sur la planète. Là. Non, je me rappelle. Je downloadais le MP3, je l'écoutais sur mon Winamp. C'est ça, exactement. Et vous étiez un des 2000 personnes qui étaient assez malades pour prendre toute sa bande passante pour télécharger un fichier audio. Là. Ouais, je faisais ça au travail. OK. Mais bon. On s'en souvient plus. C'est bon. Non. Fait que, puis comment vous avez vu la croissance? Si vous faites 3/4 de votre temps là, en balado, et c'est une croissance phénoménale, mais dans les derniers mois, je pense, ou les derniers 24 mois, c'est énorme la croissance des balados, je pense. Hein? Ouais. Déjà avant la pandémie, donc plus que 2 ans, là, on sentait qu'il y avait un intérêt pour la chose. Là, pendant la pandémie, les entreprises ont essayé de se renouveler, de trouver des nouveaux moyens de communiquer avec leur clientèle, à défaut de pouvoir créer des événements je dirais pas présentiel, je vais le dire une fois, en présentiel. En présentiel. Puis, donc c'est ça. Fait que la balado, entre autres, est venue les aider un peu là-dedans. Et évidemment, moi étant dans le secteur depuis un moment, étant présent avec mon carnet sur la plupart des plateformes, là, j'avais comme une belle vitrine, puis il y a des marques, des gens qui se sont dit, écoute, on devrait le contacter pour voir s'il veut faire quelque chose avec nous autres. Et ça a été ça. Mais là, on peut dire que depuis 2 ans, il y a vraiment, il y a un début, un début. Je veux pas insulter personne. Je dirais qu'il y a je peux pas parler d'une industrie du podcast. Ça, il y en a une en France, il y en a une aux États-Unis, il y en a en Angleterre, en Allemagne. Ici, c'est comme un début très prometteur là, d'une industrie de podcast. Il y a 2 gros producteurs qui sont Radio-Canada et Québécois avec Cube Radio. Mais sinon, les autres podcasts, il y a des producteurs professionnels qui le font. Puis, il y a majoritairement, qui est le gros de la production qui est offerte, des podcasts amateurs, des gens qui sont sérieux dans leur démarche, mais il y a aussi ce que j'appelle du podcast de garage. Puis ça, c'est comme le hockey du garage. C'est comme nous autres, à peu près. Non, c'est ça. Bon, et là, il y a de tout. Ouais. Puis, quand vous dites, là, il y a une industrie, puis ici, on est au début, mettons, d'une industrie, comment on qualifie industrie? Qu'est-ce qui fait que c'est une industrie, puis ça n'est pas une, mettons? C'est des revenus générés? Entre autres, oui. Ouais, OK. C'est comme, on peut parler de l'industrie culturelle, parce que là, on est dans l'ordre des millions, là. Ouais. L'industrie du disque, l'industrie du théâtre, l'industrie même muséale, parce que ça génère de l'argent. Mais les podcasts, je m'excuse, on n'est pas dans l'ordre des millions, là. Ouais, c'est ça. Moi, je regarde les budgets approximatifs de production de podcasts, le nombre de boîtes qui sont autour. Ouais. On n'est pas on est loin du milieu de l'aéronautique ou du numérique. Quoique, je suis allé, je fais un petit aparté, là, je suis dans le milieu de l'aéronautique, je suis allé dans des conventions d'aéronautique à quelques reprises, puis comme cadeau de fête à mon garçon, voilà 2-3 ans, je suis allé au E3 à Los Angeles. Puis on n'est pas dans le même niveau de marge de profit non plus, hein? Mais quoi qu'aller au Bourget, ça doit être assez l'équivalent d'aller au E3. Tu sais. Non, même pas. Même pas? Non, il y a des beaux avions, mais il y a pas autant c'est pas autant flamboyant, disons, là, comme ça. Ça doit être dans d'autres parties ailleurs. Ça. Ouais, c'est ça. Où je t'ai pas invité, peut-être. Dans cette montée-là du balado, on voit souvent contenu libre de droit, des choses comme ça. Ouais. Comment vous voyez ça, le contenu libre de droit dans un environnement numérique dans lequel on est? C'est une bonne chose qu'il y en ait parce que ça permet à beaucoup de créateurs de pouvoir faire quelque chose qui se tient et qui est plus que 2 personnes qui se parlent ensemble. Là. Ouais. Au niveau de l'habillage. Ça, c'est une chose. Puis après, c'est de rendre disponible. Oui. Ouais, je comprends. L'enrobage autour d'un balado, par exemple. Ce qu'on appelle la production, tu sais, autour. Là. Ça, c'est important en partant, qu'il y ait du matériel qui soit disponible comme ça. Puis après, évidemment, l'idée là-dedans, c'est comme de faire ta part et c'est de t'assurer que en respectant quand même le droit des créateurs, de pouvoir permettre aux gens d'utiliser ta balado en échange là, de choses. Puis ça, je le vois souvent. Hein. Ah ouais? Dans mon en tout cas,
pour moi, là, dans mon carnet. Souvent, j'ai des profs, des étudiants, des journalistes qui vont me dire, ben, écoutez, on peut-tu aller chercher un petit extrait d'une entrevue que vous avez fait ou un segment que vous avez fait pour l'utiliser? Je dis oui, tant que vous mentionnez la source, c'est beau. OK, fait que dans le fond, vos balados, disons-le comme ça, sont libres de droit tant ou si longtemps que les gens mentionnent la source parce que, bon, mais ça, c'est plus, selon moi, une question de respect, là. À un moment donné, tu respectes les gens, mais... mais il y en a qui ne l'ont pas si tu leur dis pas. Ah ouais, à ce point-là? OK, bah. Ouais, ça, c'est pas très... Parce que c'est là sur Internet. Fait que, ouais, donc parce que c'est là, c'est disponible, donc ouais, je comprends. De plus en plus, on a de la facilité avec la production. On disait qu'on est équipé comme dans un garage, moi puis ma conjointe, mais c'est quand même pas si mal, puis ça nous a pas coûté trop cher, puis la qualité, je pense, c'est quand même pas si mal. Alors, j'entends que vous avez des micros qui ont du bon sens, puis j'imagine que vous avez des écouteurs sur la tête. Ouais, effectivement. Il y a un mais ça nous a pas coûté des dizaines de milliers de dollars. Là, on n'a pas eu besoin. Il y a des outils. On est dans un outil présentement pour enregistrer qui nous donne une gratuité quand même intéressante. On a quand même la possibilité, cette facilité de production-là. Puis, est-ce que vous auriez des conseils, mettons des pièges à éviter? On a parlé des micros, des écouteurs. Y a-t-il d'autres pièges que vous vous dites? Quelqu'un qui veut se lancer sans que ça soit trop complexe, un jeune à l'école, il veut faire un projet avec son enseignant ou un projet d'équipe. Type de conseils que vous donneriez là, pour éviter les pièges ou... moi, je vais vous donner les mêmes conseils que j'ai donnés à mes étudiants à l'automne à l'UQAM. J'enseigne le cours d'initiation à la production radio. OK. Et moi, j'ai rajouté et balado. Ben oui. Tant qu'à faire. Et puis, je me suis dit qu'il y aurait plus de gens qui, un jour, produiraient une balado que se retrouveraient animés à la radio ou réalisés. Ouais. Et donc, pour revenir à votre question, c'est sûr que la première chose que je leur disais, puis ça fait des années que je le dis quand je rencontre des classes de journalistes ou de communicants, je leur dis toujours, regardez autour de vous, là, vous avez un outil près de vous qui permet à la fois de faire une prise de son, de la prise vidéo, de la prise de notes, des photos. Aujourd'hui, des applications qui permettent de faire du montage. Ça s'appelle un téléphone intelligent. Ouais. Et la beauté de l'affaire, c'est que le microphone de la plupart des modèles là, des 5 dernières années est sensible ou a été créé pour faire un filtrage avec l'environnement. Et donc, priorise la voix humaine et au détriment de tout ce qui est environnement, là, qui peut nécessairement intéressant à entendre, à moins que ce soit l'environnement que vous voulez entendre. C'est une prise de son de ce qu'on appelle du room tone là, en production de radio. Mais donc, ça, c'est probablement le premier micro. Moi, je pense à des étudiants, là, premier micro qu'ils devraient utiliser. Vous savez, il y a l'image, là, quand on parle de photographe, on dit le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as sous la main quand il y a le temps de prendre une photo. Ouais. Le meilleur microphone que tu as, c'est celui que tu as dans tes poches ou dans ton sac à main ou dans ton pack-sac quand vient le temps de faire une entrevue. Et c'est pour ça que les gens ne devraient pas avoir peur dans la plupart des cas, d'utiliser un téléphone pour faire une entrevue. Évidemment, il y a une technique. Vous ne le mettez pas en dessous du nez parce que vous ne voulez pas respirer dedans. Alors, vous le prenez sur le côté, là, en angle, 45 degrés, là, en biais avec votre bouche et en biais aussi avec votre nez. Comme ça, il n'y aura pas de ventilation qui va passer là-dedans. Et ça va vous donner quand même un bon son. Okay. Et d'ailleurs, la plupart des chroniqueurs sur mon carnet, là, ils sont 4 ou 5, dépendamment des émissions. La plupart ont commencé comme ça. Et puis après, par la suite, ils ont dit, je vais m'acheter un micro. Parce je vais m'équiper. Comme ça. Mais c'est ça. Puis il y a des gens qui ont pas entendu la différence entre les deux. Donc ça, c'est probablement le premier outil. Puis avec ça, vous arrivez à tout faire. Puis si vous utilisez un service, par exemple, on parle de services gratuits, là, comme Anchor, par exemple, vous prenez vous branchez sur ce système-là et à partir d'Anchor, il va carrément vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire? Un podcast? Probablement parce que vous êtes là. À partir de là, il va dire, OK, alors là, vous choisissez un petit thème musical, puis là, enregistrez votre ouverture. OK, ça c'est fait. Là, enregistrez un premier sujet. Et là, OK, voulez-vous mettre une transition musicale ou est-ce que vous voulez poursuivre votre jazzette? Et il vous tient par la main là, tout le long de la production du podcast, peu importe que ce soit un podcast de 2 minutes ou que ce soit un de 30 minutes. Puis à la fin, là, vous appuyez sur le bouton « Publier » et c'est parti. Il est disponible sur Anchor, il est disponible par défaut sur Spotify parce que ça appartient à Spotify. Puis vous appuyez sur un autre bouton, puis après, il est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie. Fait que là, vous venez de donner tous nos trucs.
Oh non! Je suis désolé. Bon. Je vais faire une anecdote quand même. Les premiers, ma conjointe, là, la geek de service, les premiers podcasts qu'elle a fait, balado qu'elle a fait, c'était elle allait s'enfermer dans mon garde-robe de mon linge avec son téléphone pour essayer d'absorber le son. T'en as fait combien comme ça? 4, les 5, premiers, 6? pendant la pandémie, quand j'ai suivi exactement ces conseils-là, puis je me suis équipée par la suite, mais j'aime beaucoup l'idée qu'on peut débuter, on peut expérimenter, puis on n'est pas obligé d'attendre d'avoir tout l'équipement et tout. Mais c'est beau comme image, parce que c'est commencer dans le garde-robe, puis un jour en sortir. Voilà. Devenir un podcasteur épanoui, comme vous l'êtes. Et voilà. Mais c'est intéressant que vous parliez du garde-robe parce que là, je parlais juste de technique puis faire vite fait. Mais c'est sûr que dans une maison qui est pas du tout insonorisée pour la création sonore, le meilleur endroit, c'est effectivement un garde-robe. Ouais. Si vous êtes un musicien puis vous voulez jouer de la guitare, ben là, vous allez dans la toilette parce qu'il y a une réverbération. Mais c'est dur d'amener un piano là, mais en tout cas, il y en a qui arrivent quand même. Mais si vous avez un petit instrument que vous voulez avoir un petit peu d'écho sur ce que vous faites, si vous chantez, vous allez dans la salle de bain. Pour le chant, c'est vraiment sous la douche, pas d'eau. Et mais sinon, c'est ça, un garde-robe juste pour la voix, là, ça, c'est la meilleure affaire parce que tous les vêtements vont absorber le son qui pourrait se promener et créer de l'écho normalement dans une autre pièce. Donc là, on a parlé de des amateurs, disons, qui veulent se lancer. À partir de quand on dit, soit pour une entreprise ou pour quelqu'un, OK, il faudrait que j'aille vers du professionnel parce que là, qu'est-ce qui fait ce basculement-là, disons? Je ne sais pas si vous allez aimer ma réponse, mais du moment qu'on peut le déduire de quelque part, là, ça commence à être intéressant. Moi, j'aime ça. C'est parfait. Non, c'est ça. Parce que tant que vous le faites de votre poche, faut quand même faire attention. Mais pour certains, ils jouent pas au hockey, ils vont pas jouer au golf, puis ils jouent pas au football. Eux autres, leur fun, c'est de faire leur podcast. Ben, tant mieux. Leur budget de divertissement passe là-dedans. Ouais. Plus une coupe d'abonnement sur Internet, là. Mais le budget est absorbé là-dessus. Mais si vous faites tout, vous avez une vie très active, puis que vous n'avez pas une fortune à investir là-dedans, ben il y a une façon simple de le faire. Maintenant, quand ça devient plus professionnel, puis que vous commencez à rentrer dans les ligues, ben là, c'est sûr, faut vous équiper. Comme vous l'avez fait à un moment donné, avec vos microphones, avec vos casques, avec des ordinateurs qui vont vous permettre de faire du montage. Et puis, avec ça, ben là, vous êtes équipé pour aller plus loin. Puis, quand vous voulez aller un notch plus loin, ben là, vous allez dire, OK, mais là, je veux travailler sur l'habillage. Je veux travailler, puis à un moment donné, je veux me concentrer sur le contenu, puis pas me badrer du montage, puis de tout l'aspect technique de l'affaire. Ben là, à ce moment-là, vous pouvez faire affaire avec des gens qui font de la production. Puis là, je lève la main là-dedans. Je pense à Stéphane Berthomé avec sa boîte de production, celui qui fait des balados de True Crime à Radio-Canada. Là. Ah ouais, OK. C'est un producteur indépendant. Et donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des possibilités là, de ce côté-là. Puis, sinon, il y a carrément il y a des boîtes qui offrent du service clé en main. Ils vous accueillent, ils ont un studio, vous asseyez les fesses dans des chaises, vous amenez votre invité ou sinon vous parlez tout seul pendant 1 heure. Puis, à la fin, on vous envoie par un courriel le MP3 qui est fait, prête à puis mettre. montage fait, puis on publie, puis c'est tout, là. Puis ils peuvent même publier pour vous si vous voulez. Là. Ah ouais, OK. Je vais laisser Alexandra pour la suite des questions. Je vais peut-être stepper in un peu de temps en temps, mais je te laisse aller, Alexandra. On a parlé justement du contenu, là, puis quand est-ce que ça vient beaucoup, on veut se concentrer sur le contenu. Vous avez une infolette, un balado, il y a plein de contenu à choisir à chaque semaine quand vous envoyez. Comment est-ce que vous sélectionnez votre contenu? Comment vous filtrez? C'est un peu un enjeu là qu'on a présentement. Il y a tellement d'informations, comment on filtre et qu'on sélectionne. Je vais dire comme de temps en temps, on me dit, c'est une bonne question. L'idée là-dedans, c'est de prioriser puis de se faire confiance. Il y a un choix éditorial à faire. Puis ça, à un moment donné, c'est pas le voisin qui va le faire, tu sais. C'est ta balado, puis les gens te font confiance. Fait qu'il faut que tu te fies sur ton instinct. Moi, je suis chanceux parce que ça fait une couple d'années là, que je parle de technologie. Fait que je sais ce que j'aime, puis les sujets qui m'inspirent. Je sais ce qui intéresse les gens. Je vois, puis c'est le fun, ça, avec le podcast, parce que tu peux voir les sujets qui les intéressent. Tu peux voir où ils décrochent, où ils raccrochent, où ils vont vite, où ils vont juste à rythme normal. Et donc, fait que tu peux vraiment voir leur intérêt. Fait que
il y a un peu de ça dans mon jugement éditorial, mais c'est d'abord et avant tout des sujets qui vont m'intéresser parce que je sais qu'ils vont intéresser les gens. Et puis, c'est ça, je me fais confiance. Et puis c'est un peu, c'est l'entente que j'ai avec la balado une fois par semaine où c'est des entrevues, les collaborateurs qui sont là, puis je reviens sur des trucs d'actualité. Puis l'autre entente, c'est le mardi avec l'infolettre. Puis l'infolettre, c'est des sujets qui n'ont rien à voir avec la balado. C'est des trucs souvent qui sont passés après que la balado a été en ligne et ça me permet de revenir sur ces affaires-là. Il y a quand même des liens intéressants entre votre balado et justement l'infolette que vous faites de temps en temps. Ben, en fait, l'infolette à chaque semaine, balado à chaque semaine, mais des fois, il y a des liens entre les deux qui sont intéressants. Là, on fait, ça va plus loin sur certains sujets dans le balado et vice-versa, là. Ben oui, parce que là, la beauté de la chose, c'est que moi, je m'intéresse en tout cas dans ces publications-là, là, au numérique, et donc ça me permet d'approfondir des sujets. Alors, je peux parler d'un sujet dans une édition du podcast, puis le lundi, mettons, avant que l'infolette sorte, je tombe sur un article ou un dossier qui est publié, disponible sur Internet, et qui revient et qui approfondit le sujet, fou dans une poche. Je me dis, on va le permettre, et comme les 2000 lecteurs ou abonnés c'est plus abonnés, là, parce qu'il y a plus de lecteurs que ça, mais comme les 2000 abonnés font partie des auditeurs, parce qu'il y a plus d'auditeurs que ça, je me dis que ces gens-là ont peut-être entendu ou vont peut-être l'entendre, mais il y a un lien, là, puis c'est un peu comme votre réaction, tu sais. On voit des liens, puis ça permet d'approfondir des sujets. Ouais, vraiment. L'épisode d'aujourd'hui, on l'a organisé autour d'une des dimensions de la compétence numérique qui est produire du contenu. Donc, en éducation, c'est une des 12 dimensions qu'on veut faire connaître, autant du préscolaire jusqu'à l'universitaire, des dimensions du numérique. Pourquoi est-ce que c'est important que nos jeunes, nos enfants, nos ados et tout apprennent à produire du contenu avec le numérique? Moi, je dirais d'abord et avant tout pour contribuer à la société. Parce que les gens, dans leur vie personnelle, ils ont accès à des informations qui semblent peut-être pas importantes ou pertinentes à leurs yeux, mais de l'ajouter à ce qui circule, puis là, évidemment, on est dans le contexte de la production numérique, là, de partager ce genre d'informations-là, évidemment, quand c'est pas personnel, on s'entend, là, mais de partager ce type d'informations-là, moi, je pense que ça ajoute à la connaissance universelle et ça peut juste, je vais dire, emmieuter notre connaissance générale. Puis évidemment, plus on vieillit, puis plus on s'intéresse à des sujets, plus on a de choses à partager parce que c'est pas vrai que tout le monde a le temps de tout lire et de tout voir. Vous êtes les premiers, tu sais, puis vous le disiez tout à l'heure, Alexandra, il y a plein d'informations qui passent dans nos vies. Fait que la personne qui développe un intérêt pour un sujet, que ce soit les échecs, la botanique, la politique, le développement durable, cette personne-là qui partage, qui se développe on va appeler ça un beat, là, en journaliste, qui se développe un champ de compétences et partage dans ce domaine-là, devient une source intéressante. Puis c'est ça qu'on a vu depuis l'avènement de l'Internet, c'est l'apparition, aujourd'hui on appelle ça des influenceurs, mais il y a comme une notation divertissement, là. Ouais. Mais on a vu apparaître des experts dans des domaines qui sont pas des doctorants ou des postdocs sur le sujet, mais ce sont des gens qui ont eu des passions et qui sont aussi intéressants que quand tu invites un journaliste qui est spécialisé dans un domaine et que tu lui demandes de parler de ça. Évidemment, ça prend plus d'encadrement quand tu as ce type d'invité-là parce que il se perd. Lui, sa spécialité, c'est pas de communiquer ce qu'il sait, mais c'est de partager ce qu'il sait. Puis après, c'est au lecteur ou à l'auditeur de faire le ménage là-dedans, là. Mais donc, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Puis, d'un très jeune âge, à inciter les jeunes à comprendre les outils qu'ils peuvent utiliser. Identifier les outils qu'ils peuvent utiliser, les plateformes de publication, les sensibiliser à l'importance de partager cette connaissance-là. Puis, évidemment, qui dit information, dit d'abord et avant tout de la valider. Ouais. Ouais. Puis ça, on apprend ça quand on est un petit peu plus vieux, là. Quand on est plus jeune, dans le fond, on répète ce qu'on a entendu. Mais quand on est un petit peu plus vieux, il s'agit d'aller valider. Puis il y a une dimension sur ça spécifiquement en plus dans le plan numérique, justement d'enseigner aux
enfants, jeunes, moins jeunes, de bien valider leur contenu. Des compétences informationnelles, d'aller regarder. Au-delà, là, justement, de bien choisir son outil et des compétences informationnelles, ce serait quoi les compétences à développer pour un jeune, par exemple, qui se dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, là, c'est produire du contenu, que ce soit des balados, des vidéos. Ce serait quoi les compétences à développer, là, dès maintenant qu'il pourrait exploiter? Là? Sa curiosité. Pour arriver à faire de la recherche, à lire, à s'informer. Tu sais, la connaissance infuse, ça arrive pas. Hein. T'es pas assis sur ton sofa, puis ch'poum, il y a quelqu'un qui, entre deux publicités, t'a envoyé parce que tu regardais ton téléphone, puis tu sais tout sur un sujet, là, c'est pas ça. Donc, ça serait le fun? Oh, oui, ça serait le fun. Mais c'est juste dans les publicités qu'on voit ça. Ouais, c'est ça. Ou dans des films, des fois. Mais donc, c'est ça. Fait il faut que ces jeunes-là, puis très tôt, apprennent à faire de la recherche, apprennent à être curieux. Puis tu sais, c'est quand je fais de la recherche là, c'est juste d'approfondir un sujet. C'est juste, tu sais, moi je me souviens dans mon temps, j'ai 57 ans, mais tu sais, juste de prendre un dictionnaire puis de chercher la définition d'un mot, puis de regarde donc. Puis tu regardes celui d'en haut, tu regardes celui d'en bas. Ben aujourd'hui, les gens vont directement sur Antidote là, puis ça s'arrête là. Ils vont pas chercher en haut puis en bas. Mais c'est d'être curieux, puis d'aller un petit peu plus loin. Puis si j'utilise Wikipédia, ben de lire un petit peu plus, puis de pas avoir peur de cliquer. Faut se donner une limite de temps, là, on s'entend. Mais parce que ça peut être d'un clic, un clic, un clic. Là. Ça peut être infini. Ben, particulièrement avec Wikipédia. Effectivement. Puis si t'es chanceux, un jour, tu reviendras au premier article que tu lisais. Ouais, ça m'est jamais arrivé par contre. Mais non, hein. Puis je l'ai noté le sujet. Un jour. Ah ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de développer la curiosité. Puis après, une fois qu'on a l'information, ben, c'est de développer en soi une mécanique de toujours être, de se questionner par rapport à l'information qu'on a, développer le jugement. Ça, c'est important. Puis après, ben, puis dans le jugement vient la validation de l'information. Puis après, mais ça, c'est très personnel, mais je dirais, c'est la générosité. C'est de penser à pouvoir faire bénéficier les autres de ce que tu as appris. Puis pas nécessairement dans un but mercantile. Tu sais, je regarde, puis là c'est pas une histoire de jugement, mais je regarde les nouveaux créateurs, les jeunes créateurs. Souvent la première chose, ben regarde, moi je veux rentabiliser cette affaire-là. Ouais, mais regarde, ça se fera pas comme ça là. Fait que si tu fais pas ça par passion, puis par intérêt pour te développer, pour développer ton expertise, pour un jour peut-être arriver à faire quelque chose avec, ben moi je suis pas sûr que tu as les bonnes motivations parce que si ça marche pas ton affaire, tu vas avoir perdu ton temps. Ouais, puis tu vas être malheureux. Effectivement. Ouais. J'aime vraiment votre réponse, vraiment. Oui, vraiment. Pour les enseignants qui ont présentement là, ces élèves-là qui sont motivés à produire et tout, quel conseil vous auriez? Quelle sorte de projet on pourrait faire à l'école qui aiderait justement les jeunes à produire avec le numérique? Ben là, évidemment, c'est comme biaiser mon affaire parce qu'on parle de podcast depuis le début. Moi, je leur lancerais l'idée, puis c'est drôle hein, parce que j'ai fait un petit test à l'université, première semaine, quand les étudiants sont rentrés, mais c'est bon. Là, ils écoutent pas, là, fait que je peux le dire. Ça serait bon au secondaire, puis au cégep poussé, puis même au primaire, là. Mais au primaire, c'est difficile parce qu'il faut quand même qu'il y ait le téléphone, mais quoi qu'il y en a qui sont plus vieux. Avec des iPads, on est capable. Mais c'est de leur lancer le défi de faire 1 minute de création sans mots, sans parole. Oh boy! Oh wow! C'est de se conscientiser au bruit et de raconter en 1 minute une histoire. Puis moi, genre l'automne dernier, là, j'avais 40 étudiants dans ma salle et j'ai eu 40 histoires différentes sans jamais entendre une voix m'expliquer quelque chose. Hey, wow! Alors, c'était ça, j'ai eu des variations sur le même thème, là. Un étudiant ou une étudiante qui se réveillait et qui me présentait de façon sonore tout son cheminement avant d'arriver au cours. Et là, il s'en passe des affaires. Ouais. C'est les bruits du réveil, le cadran, la chambre de bain, le brossage de dents, le toast, le café, ferme la porte, ouvre la porte, ferme la porte, barre la porte, descend les escaliers, cours après l'autobus, embarque dans l'autobus, après tu vas prendre le métro. Puis moi, ce que j'avais fait, j'avais complexifié l'affaire, j'avais dit, vous me faites une histoire de 1 minute, une durée de 1 minute, avec 20 éléments sonores. Wow! Et le plus capoté que j'ai eu,
la personne a fait un plan continu. C'est-à-dire que pendant sans arrêt. Fallait qu'il s'organise en maudit, là. Parce qu'il fallait que j'ai une séquence. Pas de montage. Et donc, puis j'ai vérifié, moi, je les ai écoutés au casque parce que je voulais entendre le montage. Et il n'y en avait pas. Puis j'ai vérifié avec lui, j'ai envoyé un courriel, je dis, c'est un plan séquence, hein. T'as rien monté. Il dit, vous avez entendu, hein? Je dis, ouais. Mais donc, c'est ça. Fait que pendant une minute, là, il nous passe 20 sons. Alors, il a tout préparé ça à l'avance, mais il y en a d'autres qui ont, tu sais, enregistre ça, puis enregistre ça, puis enregistre ça, puis après, positionne-le, tu sais. Puis c'est intéressant. Puis il y a des outils en ligne, tu sais, des logiciels de montage où tu te branches en ligne, tu fais juste envoyer tes fichiers, tu les montes, tu les colles, puis tu fais une minute avec. Mais là, j'espère qu'il y a des enseignants qui vont voler votre idée parce que c'est une super idée. Moi, je te dis déjà que je vole l'idée dès demain matin. Je me trouve une classe puis on s'en va essayer ça. Là, c'est super belle idée. Oui. Puis l'idée là-dedans, c'est que, tu sais, choisissez le sujet. Là. Oui. Prenez ce que vous voulez. Puis, tu sais, puis ça. On est dans la créativité, on est dans on est dans de la résolution de problèmes pour pouvoir venir trouver comment je vais faire tel son. On est dans des habiletés technologiques, là, je nomme toutes les dimensions, là, je fais exprès des plugins, mais dans les habiletés technologiques de montage qu'on vient de parler, de pouvoir utiliser les outils, j'adore, ça vient chercher. Moi, c'est tout le côté de création sonore, parce que ils vont être obligés d'écouter leur environnement, ce qu'on fait pas toujours. Tu sais, puis juste là, puis je faisais remarquer aux étudiants, on était dans une salle, c'était à l'UQAM, là, on était dans une salle, puis je disais, là, personne parle. Qu'est-ce qu'on entendait le son, la ventilation. Je dis ça, en production, on appelle ça un room tone. Puis je dis, c'est pour ça que quand on fait de la production, normalement, puis on en enregistrement, quand on fait des dramatiques radio, quand on fait même des reportages, des longues entrevues, on en enregistre toujours une minute avant. Puis en TV aussi, on fait ça. Okay. On en enregistre une minute avant. Il y en a qui vont attendre après, là. Mais l'idée là-dedans, c'est d'enregistrer. Comme ça, si on a besoin de refaire du montage, ben on a le son de la pièce. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller prendre un son, le blanc, puis un autre son à côté. Ça fait comme, il y a un bruit, là. Zzz, zzz. OK, c'est pour ça qu'ils font ça. Ça, c'est un petit truc, là. Ah, ben, regarde, ça avec, je vais m'en souvenir. Là, on va être à l'écoute à chaque fois de faire on a entendu. Non, je fais bien attention. D'ailleurs, vous me faites penser que je m'amuse des fois à... Là, je l'ai pas fait récemment. La dernière fois, c'était à Vegas, là, pour le CES. Ouais. Mais je m'amuse des fois à mettre des ambiances qui sont pas vraies, mais genre sur le bord de l'eau. Puis là, pendant tout le temps, quand je parle, on va entendre, on a l'impression que je suis sur le bord de la plage, alors que je suis dans mon bureau, dans mon studio, en train de faire du montage. Mais ça fait juste rajouter de la couleur. Ou à un moment donné, et j'ai sur mon téléphone des ambiances, ça c'est un autre truc aussi, sur mon téléphone cellulaire, systématiquement, quand je vais dans une nouvelle ville, puis je me retrouve dans un café ou quelque chose qui est public comme ça, là, j'enregistre 5 minutes d'ambiance. OK. Et je mets le nom de la ville. Genre café, Paris, c'est une bonne idée, ça aussi. Pour avoir une banque de... Oui. Puis là, j'en ai une vingtaine là-dessus, là, puis ça se promène, tu sais, c'est le fun, là. New York, Tokyo, Berlin, avec des trucs. Mais tous des sons différents. Puis, de temps en temps, je swing ça comme ambiance. Et comme c'est 5 minutes, ben, on n'entend pas tout le temps le... Tu sais, quand tu fais une clip de 30 secondes, le il revient très vite, là, de 2 verres qui se gagnent. Mais là, 5 minutes, tu as le temps de l'enlever, puis ça paraît pas, tu sais. Hey, mais ce que j'aime en plus, c'est comme, tu sais, on va en voyage, tu prends des photos, mais ça avec, je vais enregistrer des sons à cette heure, tu sais, tu veux te remémorer un moment des vacances ou de voyage que tu as eu, tu regardes des photos puis tu mets ton ambiance sonore de 5 minutes. Moi, je suis un gars de son d'abord, c'est pour ça que je pense en fait de son. C'est vraiment génial, ça aussi, comme idée. En fait, j'aime bien ça. C'est un autre projet que je ferais faire aux élèves, ça, d'aller nous chercher des 5 minutes d'ambiance de quelque part pour voir, pour partir, pour générer une histoire par la suite. Ça peut être un projet d'écriture après. Ou même genre un 2 minutes. Puis là, vous leur dites, allez prendre un 2 minutes chez vous. Tu sais, ce soir, quand vous rentrez, là. De son, là, de son de chez vous. Ouais. Vous allez tellement apprendre. Après, il faut pas nécessairement le partager en classe, là. Je crois qu'il y a peut-être des trucs amusants avec la permission de l'enfant. Absolument. Vous allez tellement apprendre sur le milieu de l'enfant ou de l'étudiant en entendant juste le son. Le son.
Ouais. C'est fascinant. Vraiment génial. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, on a fait le tour de nos questions. Merci vraiment infiniment. Moi, je conclurais nous, on est fans vendus du carnet et de l'infolette, mais je pense que ça vaudrait la peine que tu fasses un petit peu de pub sur ça, là, juste pour être sûr que les gens qui nous écoutent, aillent aussi écouter ça. Donc, si vous voulez nous en parler quelque peu. Ben non, moi j'allais dire, l'endossement des tiers, c'est encore plus porteur puis je vais vous dire, si vous appréciez le travail d'Alexandra et Danny, ces gens-là me font confiance toutes les semaines. Ils prennent de leur temps. C'est du temps, hein? C'est une heure et demie de podcast. Puis ils m'accueillent entre leurs deux oreilles pour que je leur raconte des choses. Des fois, c'est dans la voiture. Tu vois, la fin de semaine dernière, on était allé à Rimouski. Je viens de là. Boum, on s'est gardé ça pendant... dès qu'on a de la route à faire ensemble, c'est sûr que c'est... Écoute-les pas avant moi, parce qu'on va l'écouter ensemble en auto, puis ça amorce des discussions. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ça fait vraiment un survol, non seulement de l'actualité, il y a toujours un moment très... Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai mon petit moment. Et après ça, je découvre des entreprises au Québec, des gens qui font toutes sortes de choses, puis moi, je suis en éducation, mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a en dehors comme possibilité. Je me souviens d'une entrevue que vous aviez fait avec des drones dans le milieu de l'agriculture. Oui. Mais nous, on parlait des drones à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi qu'on montrerait ça à nos jeunes? Là, ils s'en servent pour vérifier, les champs d'agriculture. Là, tu es capable de justifier le pourquoi on parle de ça, pourquoi on parle du numérique. J'ai souvent référé, saviez-vous qu'il y a une entreprise québécoise qui fait ça à mes ressources humaines, à autres? Fait que régulièrement, je suis obligée de prendre une pause pour aller trouver l'adresse de la compagnie puis de me garder en favori pour repartager. Mais ça nous donne du concret de qu'est-ce qui est utilisé. Puis vous avez des collaborateurs d'ailleurs dans le monde aussi, donc dans la francophonie ailleurs aussi, qui nous font voir les réalités en France, en Suisse. Donc ça, ce côté-là, très important. L'affaire dont je suis le plus fier, c'est que parce que vous parlez de la francophonie, c'est aussi de temps en temps, je vais faire des visites en Afrique francophone. Oui. Et ça vaut de l'or. Oui. Parce que moi, ce que j'ai appris, j'ai eu la chance, quand j'ai quitté Juste pour rire puis que je suis parti à mon compte, ça a été une fenêtre pendant 2 ans où j'ai passé beaucoup de temps en Afrique. Sur des mandats de consultants. Et j'ai travaillé avec beaucoup de start-up africaines. J'ai travaillé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec des ministères là-bas, avec des ONG. Puis, ce que j'ai appris, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai découvert, j'ai jamais le bon mot pour décrire ça, c'est qu'il y a tellement de choses auxquelles ils pensent, qu'ils développent comme service, comme application, et auxquelles on n'a pas encore pensé, et qui viendraient solutionner des choses qu'on a. Moi, je trouve ça tellement fascinant. C'est pour ça que de temps en temps, j'aime ça accueillir à mon carnet un entrepreneur africain là pour qu'il nous parle de ça. Puis eux, quand je les contacte, ils disent ouais, mais c'est très local ce qu'on fait. Non, c'est pas grave. Votre portée, là, j'ai dit, vous allez inspirer des gens. Oui. Puis je dis, à la limite, il y a peut-être des gens qui vont vous contacter pour savoir s'ils peuvent pas devenir partenaires avec vous. Puis c'est arrivé quelquefois, j'ai eu de la rétroaction en disant, j'ai reçu des courriels de France, du Canada, des États-Unis. Puis, concernant ça, puis ils m'avaient entendu dans votre podcast. Merveilleux. Continuez à faire votre podcast. Merci. Puis merci d'écouter. Ça fait plaisir. C'est vraiment, vraiment bien. Vous disiez que c'était un honneur de m'avoir. Moi, c'est un honneur de vous parler. Mais merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Super entrevue intéressante, vraiment marquante. Avant de débuter, par contre, dans l'entrevue, tu mentionnes le E3 puis le Bourget. Peut-être vous expliquer un peu ce que c'est. Moi, je le sais, là, parce que tu m'en as parlé à la maison, mais pour nos auditeurs, si tu peux expliquer un petit peu. En fait, c'est 2 foires commerciales. Le E3, c'est la foire du jeu vidéo. Donc, c'est là que les grandes entreprises qui font des jeux vidéo, genre Ubisoft et autres, Behavior, Square Enix, ainsi de suite, les grandes compagnies et
aussi même des indépendants, il y a une section Indeed, comme ils disent, vont là, puis ils présentent leurs jeux, puis souvent en avance. On va présenter en avance les jeux qui vont s'en venir l'année d'après ou l'année suivante. Le Bourget, même chose. En fait, le Bourget, il se sépare en 2 années. Il y a une année en Angleterre, une année en France. C'est la plus grande foire commerciale d'aéronautique au monde. Donc, l'année en France, c'est au Bourget, qui est un aéroport au nord de Paris, puis l'autre, c'est à Farnborough, un aéroport pas très loin de Londres. Donc, c'est des grandes foires commerciales que les entreprises vont pour présenter leurs produits. OK. Donc, fait que ça répond bien? Oui, ça répond bien. Bravo. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé quand il nous parlait, dans l'entrevue, quand il nous a parlé de que les gens dans le monde du balado s'entraident beaucoup, ils vont se prêter des fois ou s'échanger des extraits de balado pour s'entraider. Donc, tout le concept d'entraide, de collaboration entre les créateurs pour favoriser l'image, puis favoriser justement la collaboration. Je trouve ça vraiment intéressant. Il nous a donné quelques exemples. Lui, il a un balado assez populaire, en tout cas pas mal plus que le nôtre. Mais et c'est genre des choses qu'il fait personnellement, donc des gens l'appellent, en autant évidemment qu'on va renommer, un peu comme un article quand on va citer convenablement. Exactement. J'ai bien aimé aussi la portion où ce qui parle des outils pour permettre aux gens de faire de la création numérique. Là, on a un super outil dans nos poches à tous les jours qui est notre téléphone portable. Pour créer du son ou en tout cas enregistrer du son ou même en créer là, des images. Puis je pense qu'il y a des choses qu'il a mentionnées qui t'ont beaucoup allumé en classe, Absolument. entre autres, là, tu vas en reparler. C'est parce que souvent, on hésite à se lancer. Là. Je déduis que c'est la même chose en entreprise. Bon, on se lance-tu? On n'a pas le logiciel, on n'a pas les outils, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais on a tout ce qu'il faut dans les mains déjà avec notre téléphone. On peut venir bonifier et peaufiner par la suite. Là. C'est un peu notre expérience de balado à nous, mais on a déjà entre les mains quelque chose de puissant pour produire avec le numérique. Exactement. Qui est notre téléphone qu'on a avec nous tous les jours. Je trouve ça super intéressant, les images, les exemples qu'il a donnés par rapport à ça. On a aussi parlé des exemples d'influenceurs. J'ai trouvé ça intéressant. T'sais, là, c'est sûr que au Québec, on a une connotation assez négative avec les influenceurs qui sont allés au Mexique là, dans le temps des fêtes, on s'en souvient, mais il peut avoir plein de bons éléments par rapport à des influenceurs. Tu sais, un influenceur négatif puis un influenceur positif, ça existe. Donc, des gens qui ont une passion dans un domaine ou une réflexion particulière puis qui nous aident à découvrir puis approfondir des sujets ou des domaines, c'est ça aussi des influenceurs. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, les exemples qu'ils donnaient par rapport à ça. Puis finalement, dans mon côté, ce qui m'a vraiment allumé, puis c'est pour ça que je termine pas mal ma conclusion avec ça, c'est l'idée d'enregistrement sonore et vidéo là, quand on est en voyage, mettons dans un café, pour ça faire soit un son de background comme ça on était dans ce café-là, mais aussi de se remémorer des choses, tu sais. On va être porté à prendre bien des photos, puis là, on va regarder nos photos, puis on va publier nos photos sur Facebook, puis on est content de partager nos moments de vacances, nos voyages, puis les revoir de temps en temps. Mais j'ai fait ça dans mon dernier voyage, là. J'ai enregistré du son, le son de la mer, le son des chutes, le son d'un café. On est allé dans un petit pub, j'ai enregistré le son qui se passait dans le pub donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme exemple puis comme idée, puis je vais m'en servir à partir de maintenant. Je pense que tu sais des fois tu veux te rappeler de quelque chose, la mémoire sonore est intéressante aussi là, donc pas juste l'image. Absolument. Moi, encore une fois, il y avait un lien avec l'éducation. Tous nos invités ont toujours un lien. Je savais pas qu'il enseignait. Sans le vouloir, en plus. Ben non, en plus, c'est pas, on est allé dire, on va prendre que des gens qui ont un lien. Mais je savais pas qu'il enseignait à l'université. Je dois t'avouer qu'à l'écouter parler de son cours, j'ai le goût d'aller m'inscrire à la prochaine session rapidement. Là, tu t'inscris à un de ses cours, là, fait que... Oui, déjà, sur la gestion des réseaux sociaux et tout. Mais disons que les projets qu'il donnait à ses élèves, j'avais le goût d'aller
aller les essayer. J'ai beaucoup apprécié aussi qu'il parle de produire du contenu pour redonner, pour participer à la société. Que ce soit ça l'intention en arrière. Puis c'est un peu l'intention de notre balado aussi, parce qu'on s'entend qu'on ne deviendra pas riche avec ça. Puis en fait, on fait pas une scène, puis on en dépense. Voilà. On en dépense plus, mais le temps qu'on y met, on redonne, c'est quelque chose qui est là. Je trouve que cette motivation-là est intéressante. Puis je pense, par exemple, pour les élèves, je l'ai vu en action lorsque je leur ai donné la possibilité d'écrire un blog sur un sujet qui les intéressait en classe. Je voyais une motivation puis une passion bien plus grande que quand j'imposais un sujet pour un examen du ministère ou quelque chose du genre. C'est sûr. Donc, il y avait envie que ce soit lu, il y avait envie de me parler de manga, de peinturer des autos, puis de remodeler des autos. Il y avait envie de parler de sujets qui les passionnent. Fait que de laisser les élèves, justement, là, créer ou produire avec le numérique, mais sur quelque chose qu'ils ont envie de redonner à la société. Je trouvais ça vraiment puissant comme phrase. Puis, ça revient à pratiquement chaque entrevue, donner la soif d'apprendre, d'avoir la curiosité d'apprendre. Non, à toutes, hein. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Mais là, j'ai pas tout écouté les prochaines entrevues, mais j'ai comme l'impression que ça va revenir dans toutes aussi. En tout cas, dans celles qui sont passées, c'était là. C'est dans chacun que c'est important de développer ce côté-là. Et tout comme toi, là, de s'attarder au son. On dirait que depuis qu'on a fait cette entrevue-là, je suis plus attentive au son. Tu l'as dit, en voyage, ça a été la même chose que, on l'a fait ensemble, le voyage, fait que c'était la même chose que toi, mais les sons étaient importants pour moi. Et bien sûr, il faut que je parle du défi qu'il a donné à ses élèves de faire des séquences là avec seulement du son. J'ai une collègue qui l'a fait faire à ses élèves. J'ai très, très hâte d'entendre le résultat, mais j'ai l'impression qu'en attendant l'épisode, il y a plusieurs enseignants qui vont avoir le goût de donner parce que tu lui en avais parlé à la collègue? Parce que je lui en ai parlé après l'entrevue. Je l'essaye avec mes élèves. Donc, ils ont monté une séquence d'une routine qui ont en trouvant que des sons. Ils l'ont pas fait exactement là, comme Bruno le décrit dans l'entrevue, mais l'idée était la même. Et elle en a profité pour leur faire discuter, parler de sons. Quels sont les sons qui t'irritent au plus haut point? C'est quoi un son qui te réconforte? Donc, ça l'a amené un paquet de discussions avec les élèves. Donc, j'ai très hâte d'entendre leur création. J'ai comme l'impression qu'on va avoir d'autres enseignants qui vont avoir le goût de se lancer. Puis, pourquoi pas, même si vous n'êtes pas enseignant, essayer de relever le défi d'une routine seulement avec des sons. Je trouve ça particulièrement intéressant. Raconter une histoire avec le son, en fait. Juste avec le son, c'est assez puissant. Dans la description de l'épisode, on va ajouter évidemment l'incontournable balado que nous, on écoute depuis toujours, Absolument. en tout cas depuis longtemps. Mon carnet, ça c'est le nom du balado. Donc, le lien va être dans notre descriptif et il va aussi avoir un lien vers l'infolette. Donc, l'infolette est en début de semaine, le balado est vers la fin de la semaine. On reçoit chaque semaine. Ça traite sur des sujets où ça approfondit des sujets super intéressants. Donc, on vous recommande d'aller vous abonner au balado Mon Carnet et de vous abonner aussi à l'infolette. Vous allez voir, vous allez apprendre. Absolument. Dans le prochain épisode, on parle d'une dimension qui, là, je vais la nommer, elle s'appelle « Adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation ». Ouf! C'est toute une dimension, hein? Fait qu'on va aller décortiquer ensemble dans le prochain épisode. Ça risque d'être assez intéressant, encore une fois. Donc voilà, à bientôt! À bientôt!